Le marché de l'or est en train de crier, même si les marchés financiers font semblant de rien entendre. Et oui, parce que le métal jaune vient de briser un support psychologique très important. Il a dépassé les 3500 $ l'once, après des mois et des mois d'assaut sous une résistance qui semblait impossible à briser. Mais pourquoi alors monte-t-il si vite et aussi fort? Et laissez-moi poser une autre question. Comment est-il possible que, en même temps que l'or atteint des records historiques, les bourses fêtent aussi avec du champagne et atteignent des records, des sommets qu'on n'avait plus vus depuis la folle bulle d'Internet? Alors pourquoi les marchés financiers ne sont pas-ils effrayés? Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces deux questions. Donc, pourquoi les investisseurs intelligents se protègent déjà? Et comment investir dans l'or physique sans tomber dans les pièges? Mais allons dans l'ordre. Pour comprendre le pourquoi du prix de l'or aujourd'hui, il faut voyager un petit peu dans le temps. Vous êtes prêts? Car nos liens avec ce métal traversent des milliers d'années. Déjà en Turquie, les Lydiens furent les premiers à utiliser ce métal comme monnaie. Et c'est à partir de là, vers 700 avant Jésus-Christ, que l'or commence à construire sa réputation universelle comme symbole de richesse. Une réputation qui n'a cessé d'augmenter avec les siècles. Puis aux États-Unis, en 1849, il y a eu la grande ruée vers l'or, qui a marqué l'imaginaire collectif. Et en 1900, le pays adopte officiellement le gold standard. Donc le dollar était lié à un prix fixe de l'or. Puis arrive 1971. À cette époque-là, par la loi, une once d'or valait 35 $. Et c'était une promesse gravée dans la pierre. Chaque 35 $ en circulation devait être garanti par un morceau d'or physique. Mais comme souvent dans l'histoire, les promesses sont brisées. Et l'Amérique avait imprimé trop de dollars pour pouvoir tenir cet engagement. Et donc avec un coup de théâtre, elle a dit au reste du monde, désolé, le jeu est terminé, notre monnaie ne sera plus garantie par l'or. Eh bien, à partir de ce jour-là, ou peut-être nous devrons dire à partir de cette trahison, la valeur du dollar a commencé une lente hémorragie. Pendant ce temps, l'or, bien sûr avec toute la volatilité, les hauts et les bas parfois violents, a commencé une ascension remarquable. Et aujourd'hui, plus de 50 ans après 1971, l'or vaut 1000 fois plus qu'à l'époque. Fondamentalement, on peut voir l'or donc comme un témoin silencieux de la perte du pouvoir d'achat du dollar, mais bien sûr aussi de l'euro et nos monnaies en général. Et c'est là qu'on arrive au premier secret quand on veut investir dans ce métal. Car voyez-vous, l'or ne réagit pas aux nouvelles comme Wall Street, mais les anticipe. C'est un peu comme un sismographe ultra sensible pour les tremblements de terre financiers. Il ne réagit pas quand la secousse arrive, mais il capte les vibrations bien avant que la Terre commence à trembler. Et si on revient en arrière, cette fois-ci pas très loin, et quand on regarde la période entre 2014 et 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces années-là, l'or a évolué latéralement, sans direction claire. Mais en juin 2019, il commence à grimper silencieusement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, les rouages internes du système financier américain commençaient à grincer. Les banques manquaient de liquidités. Et en septembre 2019, la Federal Reserve a dû intervenir en urgence avec un plan de sauvetage, un sauvetage un peu déguisé pour éviter l'effondrement du repo market. Et l'or, lui, il l'avait senti et il avait commencé sa course des mois avant. Et cette course s'est poursuivie tout le long de 2020, pendant que les imprimantes à billets tournaient à plein régime après le Covid. Résultat, en août 2020, le prix de l'or marque un nouveau sommet historique. Et puis est arrivée l'inflation, comment l'oublier, celle qui a détruit nos portefeuilles. Mais en août 2020, elle n'était pas encore sur les radars. Les prix étaient stables, mais avec toute cette impression massive de monnaie, tôt ou tard, elle devait arriver. Et l'or, lui, une fois encore, il avait commencé son mouvement. Il avait anticipé l'onde de choc inflationniste qui allait arriver. Et puis quand l'inflation était la nouvelle du jour, et souvenez-vous les banques centrales qui disaient qu'elle était juste temporaire ou qu'elle était juste transitoire, mais au lieu de disparaître, elle est restée. Et oui, parce que même si en Europe, on peut dire que l'inflation est derrière nous, en Amérique colle encore à l'économie et il pourrait revenir frapper de plein fouet. Pendant ce temps, l'or s'était déjà préparé au mouvement suivant, le resserrement monétaire de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le même film,
ou un film peut être très similaire. Car après des années de latéralisation, en mars 2024, l'or a à nouveau explosé. Il est probablement en train de prévoir que la musique est en train de changer. Quand? J'en sais rien, j'en ai aucune idée et je n'ai même pas de boule de cristal. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et laisser le temps révéler la suite. Il est peut-être en train d'anticiper les baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. La première presque certaine, ça va se passer dans quelques jours, au mois de septembre. Et il y aura probablement, pas sûr mais probable, des nouvelles vagues de liquidités que les banques centrales devront injecter pour gérer une dette publique que désormais est hors de contrôle. Et ce n'est pas tout. L'or est devenu même un collatéral au fait de ne pas acheter des dollars américains. Parce que selon vous, qui sont les grands acheteurs d'or? Ce ne sont pas des oligarques, ce ne sont pas des milliardaires de la Silicon Valley, mais ce sont les institutions, les mêmes institutions qui ont le pouvoir d'imprimer de l'argent. Les banques centrales. Parce qu'on est en train de vivre dans un moment où les banques centrales du monde entier détiennent plus d'or que des bons du trésor américain. Pendant des décennies, ils ont vendu leur or pour accumuler des dollars ou de la dette américaine. Mais à partir de 2015, la tendance s'est inversée de façon spectaculaire. Petit à petit, et presque en silence, ils ont abandonné les titres d'État pour accumuler la seule monnaie qui n'est pas la dette de quelqu'un d'autre, l'or. Ils sont en train de diversifier leurs réserves, de s'éloigner du dollar, dont la part dans la réserve est grignotée morceau par morceau, et l'or est l'un des grands responsables de ce changement. Et voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde se réveille et veut acheter de l'or. Et cette soif, elle est devenue tellement répandue aujourd'hui que même les supermarchés se sont lancés dans le business. En Europe, j'en ai pas encore vu, mais peut-être que ça viendra. Mais aux États-Unis, par contre, Costco, le géant de la vente en gros, a commencé à vendre des lingots d'or. Et à chaque fois qu'ils apparaissaient sur les étagères, ils disparaissaient quelques heures après. On parle de centaines de milliers d'euros de vente. La demande, elle est tellement forte qu'ils ont dû limiter un lingot d'or par client. Et qu'est-ce qui se passe quand la demande pour une matière première explose? Cela déclenche un appétit féroce pour l'extraction dans les pays producteurs. On l'a vu par exemple dans les pays comme le Libéria ou le Ghana, qui possèdent des vastes forêts sous lesquelles se cachent des millions d'onces d'or. L'activité minière dans ces pays a littéralement explosé. Mais attention, cela ce n'est pas quelque chose de récent. Ça avait déjà commencé dès 2008, en réponse à la grande crise financière américaine. Et aujourd'hui, on voit des compagnies turques, britanniques, canadiennes, chinoises se rouer massivement dans ces pays pour exploiter leurs richesses. Après cette petite introduction, on arrive à l'un des paradoxes les plus fascinants et contre-intuitifs du monde financier actuel. Pour certains, c'est même un véritable énigme, et je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, on n'arrête pas de dire que le dollar est en train de perdre sa force. Mais si on regarde les données réelles, le dollar reste incroyablement puissant. C'est encore aujourd'hui la monnaie mondiale par excellence. Plus de la moitié des transactions internationales se font en dollars. Il semble donc toujours invincible. Mais de l'autre côté, on regarde les banques centrales du monde entier qui accumulent de plus en plus de lingots d'or comme si elles se préparaient à une sorte de fin du monde. La vraie question est la suivante. Comment ces deux vérités peuvent coexister? Et comment le dollar peut-il être à la fois la monnaie la plus utilisée dans les échanges et en même temps être peu à peu abandonné comme réserve de valeur? Et ici on doit sortir un peu de théorie. Je vais vous la faire simple. Il existe un principe économique, pas du tout nouveau, qui décrit le comportement humain de tous les jours. La loi de Gresham. Cette loi dit une chose, la mauvaise monnaie chasse la nouvelle de la circulation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Disons que vous avez deux billets. Un qui est tout nouveau, donc qui vient d'être imprimé, et l'autre il est tout vieux, tout abîmé, avec du scotch dessus. Lequel dépensez-vous en premier? Exactement, le vieux. Et vous préférez garder le nouveau dans votre poche ou dans votre portefeuille. Eh bien, à l'échelle mondiale, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les institutions, les hedge funds, les investisseurs se dépêchent à dépenser ces dollars et ça fait tourner l'économie et ça donne une illusion d'une puissance énorme. Mais en vérité, en parallèle, silencieusement, ils conservent l'or qui ne se dégrade pas. Et pour les gens qui disent qu'on n'utilisera jamais l'or comme vraie monnaie ou qu'on n'achètera jamais de biens avec de l'or, ces gens-là ne comprennent pas comment fonctionne l'économie. Et vous pouvez tout simplement leur dire,
On n'utilise jamais la bonne monnaie tant que la mauvaise elle est acceptée par tout le monde. Donc la transition n'arrivera que lorsque la confiance sera totalement évaporée dans l'euro, dans le dollar ou dans les monnaies qui perdent leur valeur. Ce jour-là, peut-être qu'il est très loin, peut-être que je ne verrai jamais parce qu'il faudra trop de temps, quand on vendra un bien ou même quand on devra recevoir nos salaires, on pourra dire non, payez-moi en or ou payez-moi en bitcoin. Qui sait? Et c'est seulement à ce moment-là que l'actif qui a été caché ou tout simplement protégé comme réserve de valeur sortira pour devenir le nouveau roi. Et pas seulement roi de la valeur, mais roi des échanges. Et oui, je sais, beaucoup parmi vous doivent avoir une énorme envie d'aller acheter de l'or, mais stop, avant tout, avec ce que je dis ici, ce n'est pas des conseils en investissement, ce n'est pas des conseils financiers, parce que chacun doit réfléchir pour sa propre situation. On a tous des situations, des besoins, des portefeuilles différents. Mais restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner quelques conseils concrets pour pas tomber dans les pièges et pour pas faire les mauvaises démarches quand on veut acheter de l'or. Mais avant ça, souvenez-vous, je vous avais promis de répondre à la deuxième question. Comment est-ce que c'est possible qu'on a l'or au plus haut historique et les actions aussi au plus haut historique? Qui est en train de mentir des deux? Pourquoi les marchés ne sentent pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Ou que la musique est peut-être en train de changer? Il y aurait beaucoup de réponses possibles, mais pour simplifier, disons qu'il y en a surtout deux. La première, c'est que l'économie américaine, elle est presque indestructible. Elle est très résiliente. Elle a cette capacité de se relever après n'importe quel choc. La deuxième, un peu plus inquiétante, c'est que les marchés ferment les yeux comme le font souvent et ils ignorent les changements sismiques qui sont en train d'avoir lieu sous leurs pieds. Vous savez, ignorer les lois de l'économie, c'est toujours dangereux. Et pour voir ce que ça peut donner, si vous le voulez bien, alors regardez une mauvaise fable de notre époque, celle de la Turquie. En Turquie, le président Erdogan était convaincu que les taux d'intérêt étaient une invention du diable. Alors devinez ce qu'il a fait. Il a renvoyé le gouverneur de la banque centrale et il en a mis un nouveau. Et il a forcé la banque centrale à baisser les taux de 19% à 9%. Selon lui, ça allait résoudre tous les problèmes d'inflation. Mais voilà, les lois de l'économie, c'est comme les lois de la gravité, on ne les change pas. Résultat, une crise de manuel. La monnaie s'est effondrée, les citoyens turcs se sont rués vers des devises étrangères et la Turquie, au final, s'est retrouvée avec des taux d'intérêt à 50% pour tenter de stopper l'inflation et une économie à genoux. Et là, je sais que vous êtes en train de penser, mais ça n'arrivera jamais aux États-Unis, c'est presque impossible. Mais ce que je vous ai raconté, moi, ce qui est intéressant, c'est retenir la leçon. Donc la seule monnaie d'échange d'une banque centrale, c'est la confiance. Une fois que la crédibilité est perdue, c'est presque impossible de la retrouver. Et comment la banque centrale garde cette confiance? En étant indépendante de la politique. Mais imaginez un scénario qui n'est pas très loin, si vous avez suivi les actualités, où Jérôme Powell serait renvoyé par Trump et qui met quelqu'un qui obéit à ses ordres. Alors là, la Réserve fédérale risquerait de perdre son indépendance. Et perdre cette indépendance, ça pourrait vouloir dire que les taux d'intérêt aux États-Unis pourraient s'envoler parce que plus personne ne ferait confiance à la valeur du dollar. Eh bien, si vous vous demandez pourquoi les banques centrales sont en train d'acheter de l'or, c'est peut-être parce qu'ils s'imaginent que ce scénario puisse arriver, car ce n'est pas impossible. Et alors, quand est-ce que c'était la dernière fois que les banques ont accumulé autant d'or? C'était dans les années 70, pendant la grande période de stagflation. Croissance faible, inflation élevée, et un contexte qui semblait être devenu la normalité. Et aujourd'hui, à nouveau, on voit des foyers de tension. Le prix de l'électricité qui monte en partie à cause de la grosse demande qui vient de l'intelligence artificielle pour les data centers, l'inflation qui menace de revenir, et l'économie n'est plus solide comme avant. Le chômage monte et il y a juste deux secteurs qui tirent vers le haut, la santé et l'intelligence artificielle. Et alors pourquoi, me direz-vous, les bourses continuent de grimper malgré tout ça? Eh bien, en partie, c'est à cause d'une grosse concentration, comme on l'a déjà vu pendant 2023-2024, à cause de très peu d'entreprises qui vont bien pendant que tout le reste va mal. Et souvent, ce sont les géants de la tech, en tête Nvidia par exemple. Voilà pourquoi, en tant qu'investisseur, des questions, il faut se les poser, mais sans tomber dans la panique. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est: l'intelligence artificielle est-elle vraiment la solution à tous nos problèmes? Ou bien c'est un peu exagéré? Parce que souvenez-vous, dans les années 90, où aller chercher, on disait que Internet et la fibre optique, c'était l'avenir, c'était le futur.
Et en effet, ça l'était, mais cela n'a pas empêché au marché de créer une énorme bulle spéculative qui a explosé de manière spectaculaire en 2001. Et bien aujourd'hui, l'IA fait face à des menaces assez comparables. La concurrence à bas coût de la Chine, manque d'électricité, donc le prix de l'électricité qui monte, et peut-être une révolution moins rapide de ce qu'on veut nous faire croire. Et si l'histoire m'a appris une chose, c'est que les marchés financiers ne savent pas du tout évaluer les risques à long terme. Ils préfèrent se concentrer sur les gains à court terme et fermer les yeux sur tous les signaux d'alerte. Exactement comme avant la grande crise financière de 2008. Et là, on pourrait se demander, est-ce qu'on est vraiment tout près d'avoir une crise financière comme celle de 2007-2008? Honnêtement, je ne le crois pas. Parce que comme je vous ai dit, l'économie américaine a des points forts. La rentabilité des entreprises est haute, la productivité est très forte et l'inflation est encore loin d'être hors de contrôle. Et avec la baisse de taux d'intérêt qu'il va y avoir au mois de septembre, peut-être que ça va aider aussi à rééquilibrer les choses. Mais c'est plutôt comme si on vivait une économie à deux vitesses. D'un côté, on a le produit interne brut qui monte et de l'autre, on a des salaires qui stagnent. Donc l'économie va bien, mais pas pour tout le monde. Et cette inégalité, à elle seule, n'a pas la force de provoquer un effondrement. Le vrai danger, c'est un mélange explosif. Donc les valorisations de l'IA gonflées par une euphorie irrationnelle et des pressions stagflationnistes qui pourraient devenir réalité. Bon, maintenant, comme je vous ai promis, passons à quelques conseils pratiques. Que faire si vous voulez acheter de l'or? Quels sont les risques quand vous achetez de l'or et que cela signifie exactement d'acheter de l'or. Il y a une règle très importante donc dans le club du gold. Donc si vous ne pouvez pas le toucher, si vous ne le pouvez pas tenir en main, ce n'est pas le vôtre. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre acheter de l'or physique et acheter un produit financier qui suit son prix. En théorie, acheter de l'or physique, c'est une meilleure option, mais attention parce que le garder chez soi, c'est extrêmement risqué pour vous et pour votre famille. Mais si vous ne pouvez pas le stocker chez vous, pour des questions de sécurité, il existe des services qui conservent dans des coffres spécialisés. Mais là aussi, il faut être très vigilant et bien vérifier leur sérieux. Voici 5 critères que je vous conseille de regarder avant de choisir le service. Allocation claire, savoir exactement quelle quantité vous appartient. Ségrégation, donc vos lingots doivent être séparés des autres clients. Assurance, donc avoir une couverture en cas de vol ou de perte. Audit indépendant, donc une vérification régulière par des tiers. Une juridiction sûre. Un pays stable, sans antécédent de confiscation d'or et avec une vraie liberté économique. Si un service ne vous donne pas ces 5 critères, laissez tomber. C'est pas négociable, ne sont pas négociables. Enfin, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie avec ces services, parce que il y a des coûts aussi assez élevés, on peut opter aussi par des ETF ou des produits financiers si on veut juste profiter de son prix. D'ailleurs, si les fonds de pension et les fonds d'investissement le font, peut-être que ça va aussi pour nous. Donc pour conclure les amis, avec la vidéo d'aujourd'hui, je ne veux pas dire que les marchés financiers vont s'effondrer demain, ou peut-être après-demain. Je ne veux pas dire que le dollar va disparaître comme monnaie de réserve mondiale du jour au lendemain. Non, ce n'est pas notre boulot de prédire l'avenir. De toute façon, on ne sera pas. Mais notre boulot, c'est de nous préparer à plusieurs scénarios et donc de rester lucide face à ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'effondrement de l'Empire romain ou l'hyperinflation de l'Allemagne de Weimar ne sont pas arrivés du jour au lendemain non plus. Ce sont des processus qui ont duré plusieurs décennies, parfois des siècles. Et pendant ce temps-là, les gens les plus attentifs ont eu tout le temps d'observer, se préparer et prendre leurs décisions.